Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu freelance et je vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que la prise de risque est bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui sont sortis de leur zone de confort dans des circonstances variées. Si le challenge, le développement personnel ou tout simplement les parcours inspirants vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes et enfin à me rejoindre sur le compte Instagram lalea.media. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et à renforcer la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Catherine Testa, la fondatrice du média L'Optimisme, conférencière et auteure. Avec Catherine, nous avons parlé de sa prise de risque pour s'engager dans le développement durable en 2006, époque à laquelle il n'était pas coutume d'en parler, et de sa prise de risque pour créer son média sur l'optimisme auquel personne ne croyait. 3 leçons à retenir de cet épisode. Donner naissance à son projet si on y croit vraiment, sans donner trop d'importance aux dires de son entourage, accepter que l'on est imparfait et réaliser que l'entrepreneuriat est un marathon et non un sprint. Bonjour Catherine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur l'ALEA, à distance. Avant de revenir avec toi sur ton parcours, sur tes prises de risques, sur ton changement de vie et d'activité, j'ai juste envie de te demander comment tu vas. Alors, nous sommes le 28 novembre quand on enregistre ce podcast pour ceux qui l'écouteront, parce qu'un podcast, on sait que ça dure dans le temps. Donc, on va dire que le 28 novembre 2020, la période, elle est complexe, mais j'ai envie de te dire que ça va bien parce que je me rends compte qu'on est tous en train d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur nous, d'apprendre sur le monde. Donc, je m'enrichis de cette expérience de l'année 2020. Et c'est d'ailleurs toutes les idées que tu partages sur tes réseaux sociaux et je trouve ça super inspirant. Est-ce que tu peux rapidement te présenter vraiment en quelques phrases? Alors, en quelques phrases, je m'appelle Catherine Testa, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle l'Optimisme, avec un volet l'optimisme.com qui vise à partager des initiatives positives. On travaille sur l'optimisme en entreprise avec l'optimisme.pro. Je suis auteure aussi de 2 livres, Oser l'optimisme et Oser être soi, même au travail. Et puis, on va dire que mon leitmotiv dans la vie, c'est effectivement de dire qu'on peut être optimiste, qu'on peut se rendre compte que la situation est complexe, mais qu'on peut être optimiste. Ouais, complètement. Et on va y revenir. Tout d'abord, je te suis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je partage énormément de tes publications. Et l'une des dernières phrases que tu as partagées sur lesquelles j'ai envie de revenir, c'est « Nous créons la société que nous imaginons ». Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors que généralement on blâme la société, on se dit toujours c'est la faute des autres, si c'est comme ça aujourd'hui, c'est la faute du patron, du collègue, du mari, de la compagne, du maire, du politique, etc., etc. Mais une société n'est ni plus ni moins qu'un collectif et on en fait tous partie. Ça, c'est la première clé de lecture. La deuxième, c'est qu'on vit à l'ère des scénarios catastrophes. En l'occurrence, quand tu regardes un peu
quand il suffit de regarder Netflix ou les séries qui sortent aujourd'hui comme Black Mirror ou tout ce qu'il y a sur Amazon Prime, il y a une catégorie scénario catastrophe et en fait, on imagine sans cesse le pire. C'est très facile d'être pessimiste et d'imaginer le pire et on oublie on se dit que créer une société autre et optimiste, c'est naïf. Et ben non. En l'occurrence, c'est peut-être se dire qu'on a envie de voir émerger une société différente et qu'on va tout faire pour y contribuer. Donc, quand je dis que nous créons la société que nous imaginons, c'est plus on va être nombreux à imaginer des tremblements de terre, des catastrophes, des violences, plus elles vont arriver parce que on aura oublié qu'on peut imaginer une société plus altruiste, plus peut-être un peu plus proche de la nature et autres. Oui, bien sûr. Ça me fait penser un petit peu, enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que comme je mets en avant beaucoup de concepts développement personnel, quand tu dis, voilà, c'est un peu la loi de l'attraction finalement. Si on décide de voir la vie très positivement, et ben finalement, on va attirer des choses positives à nous, et puis ça peut se passer positivement. Oui, effectivement, alors moi, je suis pas trop. La loi de l'attraction, c'est un tout petit pan d'une spiritualité beaucoup plus large, mais c'est vrai que le positif attire le positif. C'est connu, c'est décrit, et puis l'enjeu, c'est de se dire à quoi on rêve nous individuellement. C'est peut-être ça, et collectivement. Aujourd'hui, donc toi, tu es guidée par l'optimisme. Tu en as même créé ton propre média. Est-ce que tu peux nous dire si petite fille, tu avais déjà un tempérament positif? J'étais pas du tout positive étant enfant. J'étais plutôt une introvertie, mal dans ma peau, plutôt syndrome de la bonne élève. Donc, on m'avait dit de faire des maths, puis j'ai fait de la chimie physique ensuite. Mais tout ça pour te dire que j'ai très probablement, par adaptabilité à mon entourage, très contrariée dans mon parcours de vie perso et du coup peut-être la cause d'une souffrance, mal dans ma peau. Par contre, j'en parle justement dans le deuxième livre. À un moment donné, je me suis rendu compte que quand j'étais gamine, j'étais quand même celle qui avait créé un journal de l'école, tu vois. Je le vendais. Alors moi, je viens de l'époque où on parlait encore en francs. Je le vendais 5 francs quand j'étais en CE2 dans la cour de l'école. Et j'avais peut-être déjà ce goût du partage, ce goût de mettre en avant ce qui me plaisait. Je me rappelle créer des grilles de mots croisés à l'époque. Et effectivement, cet enfant qui allait mal probablement dans du système scolaire parce que pas à sa place, un peu en décalage, peut-être un peu rêveuse, enfin voilà, globalement j'avais pas ma place dans l'école même si j'étais bonne élève et plutôt bien entourée. Et j'avais quand même mis déjà en place un projet qui me stimulait et qui me permettait de travailler ma créativité. D'accord. Tu as été diagnostiquée ce qu'on appelle les personnalités zèbres au potentiel. Et comment tu vis aujourd'hui avec cette extrême sensibilité, que ce soit dans ta vie professionnelle et même personnelle? Voilà, alors vaste sujet. Moi, ça n'a jamais été un sujet chez moi quand j'étais enfant. Probablement parce que bien entourée, parce que pas du tout stigmatisée, et puis parce que on va dire que j'ai une grande adaptabilité, une grande résilience naturelle, et ce qui fait que j'arrivais bien à me fondre dans un moule. Par contre, je comprenais pas, vu que c'était pas un sujet, vu que j'ai pas suivi de cursus spéciaux ni rien, et que j'étais pas mes copains de l'époque étaient comme moi en fait, hein. Alors je sais pas si c'est du hasard ou si c'est comme ça, mais bon, je vivais plutôt bien la chose, et ça m'est revenu en pleine poire, on va dire allez, il y a 5, 6, 7 ans à peu près, où là j'ai commencé à me dire c'est bizarre, me sens en décalage avec la société. Je me sentais toujours on comprenait pas quand j'avais une vision globale d'un sujet, on comprenait pas mes concepts que je trouvais très logiques, il fallait que je les explique beaucoup, la notion d'hypersensibilité, de pleurer assez facilement, et quand tu es entrepreneur, ça te demande des compétences qui sont pas naturelles chez toi, l'entrepreneuriat, quand tu es une hypersensible. Et donc, on va dire que j'en ai pas du tout souffert, mais ça a été une clé de lecture quand j'ai repris conscience, quand je me suis rappelé effectivement de ce diagnostic posé dans l'enfance, quand je me suis dit, ah oui, c'est pour ça peut-être que je me sens tant en décalage avec les autres. Aujourd'hui, effectivement, hypersensibilité, zèbre, tout ce qui est HP, c'est pas mon sujet à la base. J'ai osé en parler parce que je me rends compte qu'il y a, un peu comme ton ami, beaucoup de gens en souffrance.
peu de prise de parole sur le sujet et qu'on est très vite catégorisé parce que en France, ça s'appelle HP haut potentiel. On a l'impression que c'est être au-dessus des autres et en l'occurrence, au contraire. c'est presque avoir des caractéristiques qui sont vraiment au quotidien pénibles, quand on a du mal à gérer ses émotions, l'injustice, la pensée qui part dans tous les sens et autres. Donc, j'ai commencé à oser en parler quand je me suis dit, ok, c'est quelque chose que j'ai réussi peut-être à sublimer et qui n'est plus un handicap parce que j'ai posé les mots. Donc, si je peux permettre à d'autres de poser les mots sur voilà, des caractéristiques très marquées, ça peut faire du bien de dire aux gens, vous en faites pas, ça va bien se passer. Et c'est très stigmatisant en fait, parce que dès que tu commences à le dire, t'as presque tout ton entourage qui se dit, elle se la raconte presque. Mais non, en l'occurrence, et je suis désolée de chialer à chaque fin de soirée presque. Tu vois, c'est plutôt, c'est plutôt un mode de s'excuser en se disant, voilà, j'ai des composantes que je ne peux pas gérer parce que si je les gère, ça vient s'impacter sur d'autres conséquences qui sont très physiques en fait, il y a des liens entre parfois HP et hyperphagie, le fait de beaucoup manger, entre HP et émotion, entre HP et maladie. Donc mieux vaut le déposer, dire aux autres alors bon, je suis comme ça. c'est relou, mais voilà, c'est une composante, ni plus ni moins. Et donc j'ai envie de revenir aussi sur ton parcours parce que tu sembles avoir eu plein de vies différentes. Un parcours scientifique, après une carrière dans le marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, tes études et tes différentes activités sous l'angle finalement de la sortie de la zone de confort et prise de risque? Alors on va dire que j'ai pas pris de risque jusqu'en 3e année d'études, c'est-à-dire que moi on m'avait dit de faire bac, mention S, maths, machin, ce que j'ai suivi, et puis je sais pas trop comment je me suis retrouvée en physique chimie, tu sais, la somme de non-choix, exactement l'inverse de ton podcast, la somme de je ne prends pas de décision, je suis un peu ce que les potes font, voilà, bon bref. En 3e année de chimie, je suis la personne à peu près la plus maladroite au monde, je fais tomber à peu près tout en permanence. En 3e année de chimie physique, tu te dis, oulala, tu vas finir par faire exploser un labo. Donc là, j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis bien rendu compte que si je prenais pas de décision, les autres n'allaient pas prendre de décision pour moi. En fait, tu vois, quand tu commences un peu à vieillir, tu te dis, bon, il est temps de prendre une décision. Mais j'ai commencé, et la première zone de sortie de zone de confort, ça a été vraiment m'engager dans le domaine du développement durable, parce que c'était en 2007, en 2006 même, à une époque où tout le monde me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Puis j'étais même pas écolo, c'était juste du pur bon sens, intellectuellement ça me plaisait. Donc ça a été la première sortie de zone de confort et la première fois où personne m'a compris, clairement. Après, de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier, j'ai bossé à l'ADEME et puis j'ai construit un réseau des directeurs du développement durable, alors sous l'égide d'un boss à l'époque, et tout était à construire. Donc finalement, c'était un peu de la sortie de la zone de confort, parce que quand toi tu sors d'études, que tu appelles un bonhomme qui bosse dans une des grandes entreprises du CAC 40 en lui demandant ce que c'est que la production d'hydrogène, le mec il a 45 ans, t'en as 24, autant te dire que le démarrage c'est un peu couillu, disons-le. Il a fallu oser, mais ça a été un très très bon apprentissage, parce que ça m'a appris que les gens, quand ils sont passionnés par quelque chose, ils vont te l'expliquer et prendre le temps de te l'expliquer. Donc ça m'a appris à me cultiver d'une façon différente et à poser des questions de curiosité. Et puis de fil en aiguille, alors je te passe le parcours, mais j'ai un peu bossé comment ça s'appelle, à l'ouverture d'un bureau à Francfort, puis en Chine, et c'est après je me suis rendue à New York, et en travaillant dans le domaine du développement durable, sortie d'une zone de confort, et sortie d'une zone de confort presque volontaire, et puis un peu malgré moi. J'avais jamais rêvé d'aller vivre à New York, tu sais, t'as des gens qui adorent, qui rêvent de ça, alors moi pas du tout. C'était une sorte d'opportunité qui s'est présentée. Je dis tiens, pourquoi pas. Et arrivée là-bas, je suis arrivée toute seule. J'avais tout laissé en France, et c'est de là qu'a commencé mon introspection.
Tu vois, tout ce que j'avais pu éteindre pendant l'enfance, pendant quelques premières années de boulot bien chargées, où tu bosses, c'est passionnant, le développement durable, c'est hyper intéressant, t'as tes potes, tu vas boire des coups le soir. Enfin, tu vois, c'est ce train-train d'une vie parisienne plutôt chouette. Et donc je me suis retrouvée à New York toute seule. Donc là, grand travail d'introspection. Et comme je le raconte dans le deuxième livre, avec cette distorsion entre mon intériorité, j'étais chez moi, ce qui n'était même pas chez moi en plus, mais bref, je passais mon temps à lire, tu vois, j'étais toute seule. En plus, quand tu changes de pays, tu as dû le voir, mais tu te redéfinis en fait selon ce qui te semble bon. Et du coup, j'avais vraiment cette intériorité. Et quand j'étais invitée, tu vois, dans ces soirées new-yorkaises, en rooftop, sur les toits de Manhattan, ce que personne ne connaît, à part le Grata, comment ça s'appelle, tout de la haute société, new-yorkaise. Je sais même pas comment j'y suis arrivée à tout ça. La réalité, elle est là. Mais je me disais, mais est-ce qu'il croit dans ces rôles qu'il joue? Est-ce que moi, je me sentais déguisée quand j'allais à ces soirées, tu vois, je marchais en Converse ou en tennis toute la journée. Au pied des buildings, je rentrais sur des chaussures à talons. Je montais dans le bar et je me sentais, tu vois, vraiment, comme dans un film en fait. Et là, je me suis dit, en fait, il y avait une sorte de dissociation qui était de plus en plus marquée. Moi, dans mes lectures, tu vois, à lire des trucs philosophiques, bibliques, de développement personnel, d'entrepreneuriat et autres. Et puis, quand je sortais, de me dire, mais c'est quoi cette grande illusion? Et donc, c'est de là où mon projet a commencé à germer. Je suis rentrée en France. Il m'a fallu encore 2 ans pour oser quitter tout. Voilà, parce que c'est compliqué de tout quitter. Donc après, j'ai tout quitté. Je suis repartie en Espagne parce que pareil, je connaissais personne en Espagne, mais je me disais, pour créer l'optimisme, il fallait que je sois éloignée de la France en fait, parce que sinon, mon train-train quotidien, en fait, il était tellement confortable, mais il me désaxait de ce qui était bon pour moi en fait. Donc, je suis partie toute seule en Espagne, puis je suis partie toute seule à Lisbonne. Après, à chaque fois, j'ai rencontré des gens, tu vois, sur place, mais cette notion de voyage et de voyage de solitude qui peut être hyper impressionnant parce que, je veux dire, tu deviens hyper vulnérable quand tu arrives dans un pays où tu connais personne, où tu es toute seule, quand tu es une nana en plus. Ça a été très, très profitable parce que je me suis trouvée moi-même. Dans ta solitude, tu te découvres tes forces, tes limites, le pourquoi, tu réfléchis et voilà. Donc toutes ces sorties de zone de confort et puis évidemment lancer une boîte. C'était pas du tout pour moi de lancer un projet entrepreneurial. Aujourd'hui, j'ai des salariés et sincèrement, je sais toujours pas comment j'en suis là. C'est super intéressant mais est-ce que tu te rappelles ça a été un déclic cette idée ou finalement c'est le fruit d'un cheminement personnel sur peut-être une constatation justement de la négativité ambiante? Si, en fait, depuis longtemps, je me disais, mais c'est pas normal qu'on ne projette que le négatif. Tu vois, dans les médias, on voyait que des actualités anxiogènes, c'était des faits divers, et je me disais, mais c'est pas possible. Mais tu vois, comme j'étais plutôt dans cette sorte de résilience, je me disais, bon, il y a que moi qui le pense presque. Et puis mes potes, ils étaient plutôt, tu vois, cartésiens, ingénieurs, très, très carrés, très structurés, et limite, j'étais un peu l'utopiste au milieu de la rationalité et du pessimisme. Et en fait, le fait de partir aux États-Unis, aux États-Unis, à la limite, c'est l'opposé. Tu sais, dès que tu fais un malheureux tableur Excel, t'as tes collègues qui disent « Ah, that's amazing !» Tu vois, genre, c'est incroyable ce que tu as fait, Ouais. tu vois, cette culture à l'américaine. Oui, c'est vrai. C'est vraiment à l'opposé de la France. Et je me suis dit, quand même, on a plus le goût d'agir quand on est aux US parce que peut-être moins de peur de l'échec. Et bien encore, c'est même pas tout à fait vrai parce que on projette New York, LA et San Francisco, alors qu'il y a il y a le reste des États-Unis aussi qui est pas tout à fait pareil. Mais tu vois, je me disais, aux US, il y avait quand même ce truc un peu motivationnel. Et comme je suivais beaucoup de contenu un peu, à l'époque, les podcasts n'existaient pas, mais typiquement, j'aurais suivi des podcasts comme le tien pour aller chercher un peu d'inspiration. Et je me suis dit, mais il faut vraiment le faire en France. Mais je veux dire, je suis diplômée en physique-chimie. Alors, effectivement, je suis passionnée par la physique quantique, donc ça me donne peut-être un autre regard sur la vie. Mais je me disais, il faut un média positif et j'étais persuadée que les autres allaient le faire. En l'occurrence, j'étais persuadée que TF1, France 2, M6 allaient enfin lancer un média positif. Et comme c'est pas arrivé, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais y aller, en fait. Mais ça, il m'a fallu 2 ans. Quand on raconte a posteriori, on a l'impression que
les rythmes ont été probablement hyper rapides parce que j'ai pas réfléchi non plus pendant des heures. Par contre, sur les changements de vie, les changements de pays et autres, mais la décision de vraiment quitter un CDI stable, enfin, tu sais, souvent je dis j'avais le meilleur en soi, mais le meilleur en soi n'est pas le meilleur pour soi, forcément. En l'occurrence, moi, sur le papier, j'avais tout bien coché. Mais sauf que j'avais jamais rêvé de ça. tout simplement, c'est vrai qu'aux yeux des autres, voilà, quand tu vis, je vivais dans l'Upper East Side, donc tu sais, c'est à côté de Central Park, dans le nord de Manhattan, tu vois, enfin quasiment au milieu de Manhattan d'ailleurs. Et puis je bossais en face de l'Empire State Building sur la 5e avenue, et tu te dis, mais enfin. Ça faisait rêver tout le monde de l'extérieur, mais moi je me disais mais c'est pas du tout ça que je veux en fait. Tu vois, c'était une expérience incroyable que je valorise et que je chéris, mais c'était pas mon expérience de vie, c'était pas vers ça ce pourquoi j'étais faite, et donc c'est très dur de quitter ce meilleur en soi en l'occurrence, tu vois, et puis quand personne te comprend en plus, hein, parce que l'optimisme il y a 5 ans. Ouais, j'imagine en plus, comme tu le disais, tu viens d'un monde très rationnel. Alors, personne ne me comprenait. Il y a 2 clés. La première chose, c'est que pour tous ceux qui écoutent ton podcast sur le sortir de sa zone de confort, la pire période pour moi, c'est l'indécision. Tu vois, c'est cette période où tu as envie de faire quelque chose, où tu commences à en parler. Enfin, toi, ça a dû te le faire, hein, quand tu changes de vie, quand tu lances quelque chose. Tu vois, tu as envie de le faire, tu commences à en parler autour de toi. J'ai envie de créer un média positif et j'ai aussi envie d'aller en Espagne. Enfin, tu vois, et tu le dis tellement souvent que finalement, tu sais même plus si toi, tu vas un jour oser le faire. Et pour les autres, ils n'y croient pas plus, parce que ça fait déjà, moi, ça faisait 2 ans que je disais, il faut créer un média positif, tu vois, mais comme je me lançais pas, cette période d'indécision, en plus, c'est la période où tout le monde te donne, tu vois, te fait part de ses doutes. Ah non, mais attends, t'as un CDI, mais ouais, non, mais attends, Catherine, t'es incapable de gérer un business plan. Non, mais Catherine, tu sais pas faire ça non plus. Mais enfin, regarde le nombre d'entrepreneurs. Enfin, regarde le nombre d'échecs. Tu vois, t'as tout ce que ton entourage qui est proche et qui est pourtant des gens bienveillants, tu vois, c'est des gens qui t'aiment généralement, ils vont projeter leur peur sur toi pendant toute cette période d'indécision. Une fois que t'as quitté, finalement, ils arrêtent un peu de projeter leur peur parce que tu as fait le grand saut, parce que aussi, disons-le, quand tu changes quelque chose dans ta vie, hein, que ce soit, je sais pas, changer de métier, changer de compagnon, changer de compagne, changer de sexe, passer du milieu rural au milieu urbain ou du milieu urbain au milieu rural ou de pays, hein, t'as tout le monde qui vient te juger parce que ça renvoie les autres à leur propre immobilisme. Donc cette période d'indécision, et même toi, tu te dis, mais bordel, je suis pas courageuse. Tu vois, c'était vraiment ces 2 ans de réflexion, ça a été compliqué, et c'est la pire période. Par contre, pour tous ceux qui nous écoutent, foutez-vous la paix. Si ce n'est pas maintenant, ce n'est pas maintenant. Un jour, ça viendra. Il y aura une fulgurance qui fera que ça viendra et que ça sera le bon moment, mais ne vous en voulez pas de ne pas oser un instant T. C'est compliqué d'agir, et une fois que tu t'es lancé, finalement, c'est fait. Donc, les gens change de dialogue, ils te renvoient plus leur peur. Par contre, ils ont une question qui est obsessante, c'est alors t'en vis. Tu vois, alors tu gagnes des sous. Ouais, exactement. C'est extrêmement vrai. Tu changes de question, mais t'as moins justifié. Et je donnerais peut-être un autre conseil à tous ceux qui écoutent, c'est celui de changer son prisme, c'est-à-dire que du coup, pour que les gens me foutent la paix, en l'occurrence au démarrage, j'ai pas dit que j'allais monter un média positif, j'ai dit que j'allais voir s'il était possible de monter un média positif en France. Ce qui change fondamentalement la donne. C'est-à-dire que, si personne n'allait lire l'optimisme, c'était pas grave. Ça voulait dire qu'il y avait pas de demande. Et j'aurais quand même validé mon scénario. Et c'est la même chose si vous avez envie de changer de vie, de devenir entrepreneur, de devenir artiste. Ne dites pas à vos proches que vous allez devenir artiste, parce que là, ils vont commencer à vous juger. Vous allez dire, je regarde si je suis capable de devenir artiste. Je regarde si je suis capable de vivre à l'étranger. Je regarde si je suis capable de devenir entrepreneur. Et dans cette formulation, finalement, vous gagnez à tous les coups, parce que votre enjeu, c'était de valider ou d'invalider un scénario. Et ça change franchement la notion de succès, de réussite ou d'échec. Ouais, complètement. Et puis ça rassure énormément, en plus de se dire, finalement, j'essaye. Et si je réussis pas, c'est pas grave, je réussirai autre chose. Et j'essaye au moins, j'aurais essayé. C'est super rassurant. Et on n'est pas tous faits pour tout faire, en fait. Tu vois, on n'est pas tous faits pour être entrepreneur, pour être artiste. Voilà, et puis on se le découvre en essayant. Parce que souvent, on a des fausses illusions aussi. Moi, je pensais que j'étais pas du tout faite pour être entrepreneuse. Finalement, j'ai vu beaucoup de boîtes
mourir depuis que j'ai monté la mienne, alors que la mienne, je la trouvais bien plus imparfaite que toutes les autres. Dans tout ce processus de transformation, de passer en fait finalement de l'idée à l'action, de passer du CDI bien rangé au fait d'être à son compte, toi, est-ce que tu as, je sais pas, des petites choses qui t'ont peut-être aidé à rester optimiste et à te dire non, mais je vais y arriver? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas court-circuiter dans tout entrepreneuriat, et quel qu'il soit, hein, c'est la notion de temps. Et c'est cette notion, on s'améliore au quotidien, et c'est cette notion, souvent je donne l'exemple de tu vois, aujourd'hui je donne beaucoup de conférences dans énormément d'entreprises. Aujourd'hui je suis hyper calée sur les conférences, tu peux me faire monter sur scène devant 10 000 personnes à une convention d'entreprise, aucun problème, tu vois, mais limite zéro zone de stress. Et pourtant, je me rappelle de ma première conférence, j'étais invitée et je me suis trouvée naze, laminée, les autres m'avaient pas donné la parole, je suis sortie de ce truc-là en me disant oh là là, plus jamais je fais de conférence de ma vie, hein. J'étais vraiment à ce stade-là. Et en fait, après, on m'a réinvitée à une deuxième, j'y suis allée, j'ai été meilleure que la première fois, la troisième encore, la quatrième, et j'ai envie de te dire, là, je dois être à la 600, 800e, millième peut-être. Et en fait, il y a une courbe de progression qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas s'extraire. Donc l'enjeu, c'est de se dire, effectivement, là, je suis naze sur un truc, là, j'ai merdé, voilà, là, ça va pas, mais se dire que le temps résout tout, en fait. C'est l'apprentissage. Il y a une courbe d'apprentissage qu'on ne peut pas court-circuiter. Notre site web ne peut pas être le meilleur quand il a que 1 an, etc., etc. Et cette notion d'expérience, elle est primordiale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la notion d'imperfection, pardon. C'est-à-dire que ce que je fais, moi je suis plutôt une perfectionniste, mais ce que je fais est complètement imparfait. J'ai sur ma to-do des trucs qui datent de 2015, pour te dire, et que j'ai toujours pas fait, et que je sais que, comme c'est ce que tu évoquais, j'ai bossé aussi dans le marketing, je sais très bien comment améliorer un site web, mais c'est juste que humainement parlant, j'ai pas le temps de le faire. Et cette notion, ce que je fais, c'est imparfait, et c'est imparfait, point. C'est-à-dire que mon enjeu, ça va être toujours un entrepreneuriat, un changement de quoi que ce soit, c'est toujours dans le temps, et c'est un marathon qu'on mène. Tu vois, c'est pas un sprint, et l'enjeu, c'est de ne pas se cramer. Donc, pour d'autres conseils, ça serait le sommeil, et quoi qu'on fasse, hein, parce que quand on dort pas assez, on fait que des conneries. Donc le sommeil, toujours préserver le sommeil, se dire que demain, on aura 8 heures en plus pour faire avancer un projet, que si humainement parlant, on n'est pas capable de le faire à un instant T, c'est que notre projet ne tient pas la route, ou faut s'enlever ces notions d'urgence, tu vois. C'est du temps, en fait. La notion du temps, c'est l'amélioration. Donc se dire qu'on est imparfait, ça vient chercher aussi une notion de vulnérabilité. Et nous, alors je sais pas si ceux qui vont nous écouter, ça va sûrement être un comment ça s'appelle, une population mixte, mais j'ai presque envie de dire, je reviens au B à bas, les nanas, on est cyclique, il y a des jours où on est plus en forme que d'autres. Si un jour j'avais une énorme to-do que j'ai rien pu faire, je vais pioncer toute la journée, et je suis un peu aux antipodes de ce concept entrepreneurial qui te dit qu'il faut te lever à 5 heures, faire 1 heure de sport, aller prendre ton petit déj et tous les jours être hyper efficace. Moi, au contraire, je m'écoute, il y a des jours où je me rends compte que je suis incapable de rien faire, que ça va me demander une telle violence que en plus ça sera pas bien fait, que si tout d'un coup j'ai la niaque un dimanche, je vais bosser le dimanche et tout va bien, en fait, tu vois. C'est cette notion, pour moi, c'est vraiment l'optimisation. Si je suis fatiguée, je vais dormir. Tu vois, alors, outre si j'ai des conférences ou des énormes contraintes, mais les autres attendront, en fait. Si je veux pas me cramer, c'est un peu se faire passer, alors je te dirais pas en premier, mais faire passer au moins toute son équipe en prioritaire. Si on est fatigué, on est fatigué, on pourra pas répondre à toutes les sollicitations, et c'est ok. Ouais, bien sûr. Et justement, tu parles de ton équipe, donc ça fait presque 4 ans, je crois, que tu as créé ta société aujourd'hui. Comment tu es passé de ce projet passion à la création d'une société? C'est une bonne question, en l'occurrence. C'est-à-dire que moi, je suis une phobique de l'engagement, d'un point de vue global. Je suis une phobique de prendre un bail, je crois que j'ai une personnalité très nomade dans l'âme, en fait. Du coup, et une personnalité, le monde bouge, moi je veux bouger avec, et les engagements presque nous contraignent à rester sur place. Donc le plus dur du plus dur a pas tant été de créer la structure, parce que sincèrement, ça s'est créé au coin d'une table avec mes 2 voisins de mon ancien bureau, à qui j'ai dit
faut que vraiment que je lance un truc parce que finalement, il y a beaucoup de demandes et j'avais compris que financièrement parlant, quand tu as de plus en plus de gens qui te suivent, ça te demande de plus en plus d'investissement et qu'il allait falloir trouver une structure administrative qui nous permette d'avoir un flux financier pour réinvestir en fait dans le média, en fait, pour supporter le média tout simplement. Et du coup, très vite, ça, je l'ai compris. J'ai monté l'entreprise avec 2 associés qui étaient mes voisins de bureau, de l'époque. En fait, j'avais démissionné une première fois et je suis revenue faire une mission de 3 mois dans mon ancien job. Donc, et j'ai retrouvé ces 2 personnes avec qui j'avais jamais pris un café, presque limite. Hein. Et je leur ai dit, ça vous dit d'être associés. Donc, c'est devenu mes associés. Donc, déjà, je me suis dit, ah tiens, il y a des gens qui sont capables de s'embarquer avec moi. Mais le plus dur du plus dur, ça n'a pas été eux parce que eux, ils continuaient leur job classique en fait. Mais ça m'a donné une petite impulsion, genre tu n'es pas toute seule dans ton délire. Et il y a eu 2 impulsions qui ont été beaucoup plus difficiles à gérer. La première, c'est ma première stagiaire parce que je me suis bien rendu compte que j'arrivais même plus à lire mes emails très rapidement en fait. Mais j'avais pas de bureau, tu vois, j'avais rien structuré. Et puis finalement, j'en parle à un ami qui le lendemain me dit tiens, regarde, ma nièce, elle cherche un stage. Tu vois, et ça a été une sorte d'opportunité. Je me suis dit tiens, on en a parlé hier, tu vois, synchronicité, opportunité presque. Du coup, je l'ai embauchée, cette fille en stage. C'était hyper précaire. Elle venait chez moi. Et puis, en plus, il y avait eu de la neige cette année-là. Il y avait eu des grèves. Du coup, elle vivait, limite, on s'était pas vu même pendant son premier stage. Sauf que cette première stagiaire est devenue mon premier CDD, est devenue mon premier CDI. Aujourd'hui, elle est toujours dans la boîte. Et c'est notre première employée globalement. Et ça a été le plus difficile parce que je me suis dit, oh là, j'embarque des gens, en fait. Tu vois, je suis plus que responsable de moi. Parce que avant, je me disais, je peux toujours changer d'avis et comme j'avais pas perdu mes compétences entre temps, tu vois, en matière de développement durable ou de marketing, je savais très bien que j'étais employable, tu vois, que je retrouvais un taf. Et là, quand tu as d'autres gens avec toi, il faut que le projet marche en plus. Hein. Donc, ça a été le premier engagement qui a été compliqué, mais finalement l'alignement, et qu'est-ce que j'ai bien fait, tu vois, d'y aller en me disant c'est imparfait, elle a accepté cette imperfection, et c'était marrant pour te dire à quel point elle aussi elle a pris un risque. Elle s'appelle Alexia. Ses profs, ils lui ont dit au tout démarrage, quand elle a été rendre son rapport de stage et que elle leur a dit, elle était toute contente, tu vois, qu'elle avait un CDD, ils lui ont dit trouvez un autre job parce que ça peut pas durer une boîte comme ça. Donc, tu vois, les mecs qui étaient profs en marketing ont été capables de lui dire que notre projet n'avait aucun sens. Enfin, t'imagines aujourd'hui ce que les mecs doivent se dire. Mais c'est incroyable, tu vois, de dire, des profs sont incapables. Enfin, bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Et le deuxième truc qui m'a demandé aussi de me faire beaucoup violence, ça a été le fait de prendre des bureaux. Cette notion de bail sur plusieurs années et autres, ça a été très compliqué et grande source de violence parce que quand tu as un bail, c'est un autre type d'engagement, c'est t'embarques finalement à la fois de la finance et puis quelqu'un qui te loue un bureau. Donc ça a été les 2 pas pour moi les plus difficiles, mais finalement ça se fait. Heureusement que je m'étais pas rendu compte de tout ce que ça allait me demander, parce que heureusement que à un moment donné j'ai mis un système comptable qui m'a aidé à faire tout ça, et puis on a eu de plus en plus de bulletins de paye. Enfin bon, bref, tu vois, tout. En fait, la notion du temps fait que tu augmentes en expérience et que ça se fait. D'accord. Aujourd'hui, justement, donc, en plus de ce média, l'optimisme, tu as créé l'Optimis Pro. Il y a la boutique également. Tu as écrit 2 livres. Tu es coach dans l'émission d'Europe 1, La France bouge. J'ai envie de savoir, finalement, comment tu organises tes journées. Alors moi, je ne coach personne. J'en serais bien capable, hein, vraiment. Le seul coaching que je pourrais jamais faire, c'est vraiment celui d'entrepreneurs qui veulent avoir une vision de la société de demain différente. Donc, je fais pas de coaching en soi. Quand je suis sur le plateau d'Europe 1, c'était invité de la même façon que le fondateur de Blablacar ou du Slip français, tu vois, pour donner notre regard d'entrepreneur. Alors, ce qu'on appelle entre guillemets à succès, mais j'ai même pas la taille j'ai pas 500 personnes comme Blablacar, tu vois. Mais tout ça pour dire que voilà, j'étais plutôt avec mon regard entrepreneurial, en l'occurrence, et de quelqu'un qui a monté une entreprise. Mes journées, comment elles s'articulent? Il n'y a pas du tout de normes, tu vois. Cette semaine, on est
semaine du mois de novembre, il y a eu beaucoup d'événements en entreprise. Ils cherchaient à parler d'optimisme dans les entreprises. Je crois que j'ai dû faire 2 à 3 conférences par jour online. Donc, j'ai vraiment eu une semaine plantée devant mon ordinateur à faire des tests techniques sur les différents pour des entreprises et délivrer des conférences. Et puis après, faire le suivi. Ça a vraiment été une semaine 100% devant mon ordinateur. Et puis, à l'opposé, je peux avoir des semaines entières, enfin, peut-être pas des semaines entières, mais des jours entiers sans même me connecter à Internet, juste à écrire. D'autres jours où je vais faire des petits dessins parce que c'est sur les réseaux sociaux, enfin, ce que je publie sur les réseaux sociaux, c'est moi qui le fais. Donc, ça a été... Il y a vraiment aucune norme. Le seul truc que j'essaie de me fixer, c'est dans mes journées de faire quand même un truc manuel. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu bosses dans du digital, dans presque de l'intello, tu vois, avec beaucoup de gens, beaucoup de, comment ça s'appelle, quand t'as beaucoup de contacts, enfin, téléphonique, enfin, c'est genre du délire certains jours, j'ai besoin de me poser dans un peu d'intériorité. Si j'arrive pas à lire parce que, disons ce qui est, je suis trop fatiguée et qu'en plus, moi, quand je lis maintenant, tu vois, et ça, c'est un truc un peu pervers, mais tu sais, je réanalyse ce que je suis en train de lire en me disant, ah tiens, je pourrais m'en resservir pour le redire, ça pourrait être un élément clé de lecture dont on peut parler sur le site web. Donc, tu vois, mon problème, c'est que la lecture aujourd'hui est presque devenue en permanence une analyse. Donc, c'est presque plus reposant alors que j'adore bouquiner. Mais je me rends compte que je fais quand même vachement travailler mon cerveau dans la lecture et pas que pour moi, beaucoup pour l'extérieur. Du coup, je vais essayer d'avoir des activités manuelles. Alors, tu parlais de la petite boutique. De temps en temps, c'est moi qui empaquette les machins parce que ça m'occupe les mains. Ça, tu vois, c'est une sorte d'état de flow. En l'occurrence, où je vais faire les petits dessins, où je vais bricoler, mais je vais toujours essayer d'arriver à la fin de la journée à quelque chose de concret et de tangible en me disant, j'ai pas juste passé du temps, tu vois, j'ai aussi fait quelque chose. Oui, j'ai fait une conférence, mais finalement, c'est pas la même chose que d'avoir empaqueté des machins, que d'avoir fait un dessin, que d'avoir réparé une porte, que d'avoir encadré un tableau, tu vois. Donc, j'essaie toujours dans mes journées de caler quelque chose qui soit factuel. Et ça, c'est peut-être un conseil que je peux dire aussi à tous ceux qui ont envie de sortir d'une zone de confort. Tu sais, ça demande souvent beaucoup de temps de recherche. Sur Internet, tu peux perdre beaucoup de temps, tu vois, même quand tu entreprends pour faire un site web, tu vois, tu perds un temps fou à chercher le bon logiciel, machin, et à la fin de la journée, tu as l'impression, tu te demandes ce que tu as fait, en fait. Et tu te dis que tu n'as rien fait factuellement. Donc, c'est pour ça, dans vos journées, trouvez-vous toujours quelque chose à faire en vous disant, j'écris une page d'un truc, j'écris un article, je retape une porte ou je fais du ménage, quoi. Parce que ça donne une notion de concret, de factuel. Parler tout à l'heure des zèbres, j'ai envie de te dire, j'ai tous les hauts potentiels des entreprises qui se disent, non mais vraiment, en fait, ce qui est marrant, parce qu'on travaille sur la thématique du bien-être en entreprise et du bien-être, enfin, ou du mieux-être ou du bonheur en entreprise, on appelle ça comme on veut. Et c'est marrant parce que la caricature du monde de la télé, on a l'impression que c'est des couillons qui mettent en place des baby-foot, tu vois, un truc un peu léger. Et là, en l'occurrence, c'est juste ceux qui pensent que le monde du travail doit être différent demain et qui vont m'appeler en se disant j'aimerais bien faire des formations pour mes salariés. Je suis pas coach, mais je fais des formations, mais tu sais vraiment comment ça s'appelle, institutionnel, tu vois, des vrais process de formation, c'est pas pour le monde de l'entreprise en l'occurrence. Ça va être vraiment des personnalités, des salariés qui ont envie de changer des choses en interne chez eux et qui prennent le risque en fait de faire penser différemment, de me demander une conférence et autres. Et ça va être pour améliorer le quotidien des collaborateurs. Alors, de temps en temps, ça va être, ils vont nous demander des petites illustrations, des infographies, de temps en temps, tu vois, quoi que ce soit, on vient nous chercher pour améliorer en tout cas la qualité de vie des salariés. Ça va être des RH, des managers, des DG, parfois des patrons même, mais c'est des gens avec qui c'est pas la peine de, tu vois, j'ai pas de services commerciaux, c'est des gens avec qui c'est pas la peine de d'argumenter. C'est comme ça, c'est ce qu'on propose et si ça vous intéresse, venez travailler avec nous. Super, merci beaucoup Catherine. On va finir par des petites questions. Quelles sont d'abord les questions que l'on te pose le plus ? Tu fais quoi dans la vie ? Les gens ont du mal à comprendre. Ta ou tes citations préférées ?
C'est ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé, de Margaret Mead. La routine et les petites habitudes, tu avais répondu avant. Alors, non, il y en a une quand même. Donc, il y a le café et donc je donnerai quand même 2 clés qui peuvent vous être utiles. C'est un jour mon ancien, un copain de lycée, je sais pas, je devais être en seconde peut-être. J'étais très stressée par les contrôles de maths parce que évidemment je faisais des maths alors que j'ai découvert a posteriori que j'étais un peu dyslexique sur les chiffres, voire pas qu'un peu. Donc j'avais toujours peur des contrôles de maths et de me planter et un copain qui s'appelait Tim arrive un jour en me disant mais tu sais Catherine, peu importe la journée, peu importe le contrôle de maths, le soir tu redors dans le même lit. Tu vois, tu retournes dans la maison, tu sais où tu dors le soir. Donc finalement, la journée, elle peut s'être passée, quelle que soit la journée. Elle peut, je veux dire, tu vas redormir, tu sais où tu vas dormir ce soir. Tu vas retourner dans ton lit. Et bon, ça peut servir pour moi, c'est une routine dont je me suis toujours rappelée en me disant, même face à mes pires journées, en l'occurrence, où t'as des jours qui sont pas faciles, quoi. Et je sais que ce soir, je redormirai dans le même lit et que j'aurai passé l'étape difficile. Tu vois, cette notion de temps, elle m'a toujours beaucoup, beaucoup aidée. Et ma deuxième routine, c'est le soir, quand je veux décompresser, je regarde Friends. Ça doit faire 20 ans que je suis câblée sur la même série. Alors, de temps en temps, je change de série, mais tu vois, j'ai ce petit truc qui paraît un peu désuet. Et puis, les gens ne comprennent pas que j'en sois toujours à Friends. Mais, tu sais, c'est une sorte de routine, de décompression, une sorte de sas. Ouais, c'est un repère. C'est un repère parce que je peux le transporter partout. Je l'ai toujours transporté dans tous mes voyages depuis 15 ans. C'est mes copains que je transporte, quoi. Tu vois? Et puis alors, même si ça a vieilli, même si tu connais tout le truc, tu vois, mais faut accepter ça. Faut accepter de pas sans cesse faire de l'intellectualisme, quoi. Enfin, ouais, moi je regarde Friends et je connais par cœur les épisodes, quoi. Ça rassure. Si tu devais retenir qu'une chose sur tout ce que tu as appris. Je suis imparfaite, mais les autres aussi sont imparfaits. On fait tous au mieux. La réalité, elle est là. On est tous des petites choses et on fait tous au mieux. Et ma question rituelle du podcast, qui sera la dernière question. Quelle est ta définition du risque ? Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Pour moi, la définition du risque, c'est la vie, tout simplement. Alors le risque, c'est toutes les opportunités dont on ne connaît pas les conséquences. Dont on ne mesure pas, toutes les opportunités dont on ne mesure pas l'ensemble des conséquences. Et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Oser changer son entourage, prendre le risque, prendre le risque de... Non, pardon, non, il y en a un en fait. Les risques nécessaires, c'est oser être soi. Parce que le oser être soi peut faire en sorte que ton entourage ne t'accepte plus tel que tu es, que tu changes d'entourage, que tes amis évoluent, que tu te dises qu'en fait ton entourage est toxique et qu'il ne te correspond pas, que tu peux oser être soi, c'est peut-être être mal vu par d'autres, mais on retrouve toujours sa communauté et ses pairs. Tu vois, vraiment, quand plus tu oses t'aligner vers, tu vois, toi, t'as employé le mot loi de l'attraction tout à l'heure. Il y a 5 ans, moi, je sais, c'est un sujet que j'ai découvert quand j'étais aux US, donc ça fait une dizaine d'années presque maintenant. J'aurais jamais osé le dire, en fait, tout ça. Je me serais dit que mes potes m'auraient pensé beaucoup trop perché. Maintenant, je dis à tout le monde, mais je suis perché, et puis vous m'acceptez ou vous m'acceptez pas tel quel, mais de toute façon, je crois qu'on est tous en train de faire une expérience de vie, une sorte de parcours de vie, un peu comme un jeu vidéo, avec des décors différents parfois, des acteurs différents, des challenges différents, des situations à transcender différentes, et puis tout va bien, mais ouais, le seul peut-être risque à prendre, c'est celui d'oser être soi. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas, pour cet échange. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Merci, Laura. Et puis à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.